Vous écoutez le podcast Devenir écrivain avec Lucie Castel, épisode 167. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour un tout nouvel épisode de podcast qui sera consacré aujourd'hui à la question de l'ambiance dans un roman. Alors d'abord, pourquoi est-ce que on se pose la question de mettre de l'ambiance, mettre une ambiance dans son roman ? Est-ce que c'est obligatoire ? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut réfléchir, qu'il faut stratégiser ? Ou au contraire, est-ce que c'est finalement une impression qui ressort à la lecture du roman, mais qu'on n'a pas forcément voulu ni chercher ? Alors bien sûr, si tu écoutes ces podcasts depuis un petit moment, tu te doutes de la réponse que je vais te donner, puisque maintenant tu le sais, je considère que le travail d'un auteur est d'être un illusionniste et d'être le constructeur et le metteur en scène du tour de magie dans lequel évidemment le lecteur va se laisser entraîner et va se laisser duper d'une certaine façon, puisqu'on va lui raconter des histoires et on va faire en sorte qu'il croit à ces histoires. Donc bien entendu que si l'ambiance d'un roman est quelque chose qui est important pour toi, est une technique narrative qui a de l'importance parce que tu considères que ça fait partie de l'intrigue globale et du travail de l'auteur et de l'ambiance et de l'expérience immersive que tu proposes au lecteur, alors je vais te dire que bien évidemment, il faut y réfléchir avant de te lancer dans l'écriture de ton roman et c'est quelque chose que tu dois garder en tête et notamment lorsque tu te mettras à corriger évidemment ton premier jet. Alors, pourquoi est-ce que réfléchir à une ambiance qui colorerait tout ou partie de ton roman, parce que tu peux très bien avoir plusieurs ambiances si ton roman est découpé en plusieurs parties. Donc, pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui peut être très intéressant dans ce qui est de l'expérience de lecture de ton lecteur ? Tout d'abord parce que lorsque tu vas travailler une ambiance ou plusieurs ambiances dans ton roman, c'est une façon très efficace de faire visualiser par ton lecteur ce que tu as envie qu'il visualise. C'est-à-dire que le cerveau humain sera beaucoup plus réceptif à des sollicitations des sens, etc., pour se plonger dans le roman, s'il est complètement immergé dans une ambiance, pas juste des informations qui lui sont données sur l'environnement, sur ce qu'il est censé voir, sur ce qu'il est censé entendre, etc., mais si en plus il y a une ambiance qui se dégage de la lecture du chapitre ou des chapitres du roman entier, ce sera évidemment plus facile pour lui de visualiser ce que tu as envie qu'il visualise. Et puis ensuite, très clairement, travailler une ambiance dans son roman, c'est aussi travailler sur l'originalité du roman. Si tu écoutes mon podcast depuis suffisamment longtemps, tu sais évidemment à quoi je vais te faire référence. Et si jamais tu es nouveau ou nouvelle, bienvenue dans l'écoute de ce podcast. Comme je le dis assez souvent, l'originalité, elle ne sera jamais tant dans ton intrigue. Pourquoi ? Parce que tout a déjà été écrit. Toutes les histoires d'amour ont déjà été écrites. Les grandes histoires de fantaisie, c'est un peu toujours les mêmes tropes parce qu'ils sont super efficaces. Toutes les formes de magie ont été inventées. Toutes les formes de gouvernance, de gouvernement, de tyrannie, de peuple, etc. ont été déjà inventées. Tous les principes et les concepts religieux aussi. Bref, quoi que tu inventes, on pourra toujours le raccrocher à un roman précédent. En revanche, ce qui fait ton originalité, ce qui fait ta singularité, c'est la façon dont toi tu vois ces thèmes, la façon dont toi tu perçois l'histoire d'amour, ta vision du monde, ta vision de l'élu, ta vision de la magie, ta vision du monde. Ce qui sera original et ce qui fera ta singularité, c'est la façon dont tu construis tes personnages et la façon dont ces personnages vont interagir. C'est ça qui va faire que, même si tu te mets à écrire dès demain une histoire sur des vampires qui brillent, avec une jeune fille dans un lycée qui est mal dans sa peau, qui n'est pas comme les autres, et qui va tomber amoureuse d'un vampire qui a je sais pas combien de centaines d'années, mais qui kiffe de repasser éternellement son bac. Passons, bref, si tu veux écrire cette histoire-là, elle sera originale. Pas dans le sens de l'intrigue évidemment, puisque ça on saura où évidemment la rattacher,
mais parce que ce sera ta jeune fille, pas comme les autres, ce sera ton vampire de plusieurs centaines d'années, ce sera leur histoire d'amour, ce sera ta vision du lycée, ta vision de l'immortalité, ta vision des vampires, etc. Ça t'est propre, parce que c'est directement évidemment tiré de tout ce que tu as emmagasiné comme connaissance, comme impression, comme jugement de valeur du monde, de ce qui t'entoure depuis que tu es en âge de te transformer en éponge et d'intégrer évidemment tout ce qui fait tout ce qui font les sollicitations extérieures, que ce soit des gens qui t'auraient parlé, qui t'auraient raconté leurs histoires, que ce soit le cinéma, que ce soit d'autres livres, etc., etc. Et ça, par contre, c'est unique. Un cerveau d'auteur ne pourra jamais produire exactement et strictement la même histoire et la même chose qu'un autre cerveau d'auteur, quand bien même vous partiriez sur exactement la même intrigue principale. Et donc, parmi ce qui fait ton originalité, à savoir la construction de tes personnages, les thèmes que tu apportes à ton roman, et puis ta vision du monde à travers tes écrits, c'est aussi l'ambiance que tu décides de mettre dans ton roman. Et ça, pour le coup, c'est complètement unique. Ce sont tes mots, c'est ta vision des choses, c'est la façon dont tu visualises ton histoire, tes personnages, leurs interactions, tes différents chapitres, etc., etc. Bref, ton monde va prendre vie avec une photographie particulière, avec une odeur, une saveur particulière, et c'est tout ça qui crée l'ambiance, et ça, c'est unique. Et puis, il y a un troisième intérêt qu'on a à travailler l'ambiance dans un roman, c'est que cette ambiance-là, elle renforce les émotions que tu souhaites que le lecteur ressente. Très clairement, si par exemple tu décides que dans ce passage, ou globalement dans ton roman, le sentiment qui doit prédominer, c'est un sentiment d'émotion lié à la tristesse, à la mélancolie, il faut que ton lecteur soit touché par les destins que tu es en train de décrire et qu'il va lire, etc. Le fait de travailler sur une ambiance un peu mélancolique, un peu contemplative, un peu, j'allais dire, émouvante et nostalgique, plus tu vas travailler sur cette ambiance-là, plus ça va augmenter l'effet de l'émotion nostalgique et peut-être triste que tu veux faire passer à ton lecteur. De la même façon, si tu veux lui transmettre plutôt un sentiment d'angoisse, de stress, de tension, parce que tu es sur l'écriture d'un thriller, par exemple, ou sur l'écriture d'une dystopie, par exemple, le fait d'avoir une ambiance qui le plonge dans un contexte qui soit un contexte tendu, un contexte crispé, un contexte d'angoisse, et que tu te serves de tout un tas d'astuces pour que du coup l'ambiance soit aussi pesante que ce qui est en train de se passer, le discours, les relations des personnages, etc., etc. C'est quelque chose en plus, c'est une arme en plus dont tu te sers pour complètement emprisonner le lecteur dans ton illusion que tu as envie de rendre plutôt angoissante, plutôt stressante, etc. Mais bien sûr, ça marche avec toutes les ambiances que tu as envie de mettre en place. Et d'ailleurs, je vais te citer des exemples qui sont à l'opposé, qui sont au contraire dans des ambiances très doudou, très feel good, très émouvante, mais émouvante dans le sens positif du terme, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, etc., etc. Et on va voir évidemment comment on met en place cette ambiance. Parce que bien sûr, évidemment, maintenant que je t'ai expliqué tout l'intérêt de se poser la question de créer une ambiance dans son roman et de savoir en quoi est-ce que c'est un allié redoutable dans ce qui est de passer des émotions auprès du lecteur et dans ce qui concerne l'immersion du lecteur dans ton roman, et je te le rappelle encore une fois, plus le lecteur se sent immergé dans ton histoire, moins il aura envie de lâcher ton livre et plus il sera pris dans ce qu'on appelle la fameuse page-turner. Et bien entendu, il continuera de lire tes autres romans parce qu'il continuera de vouloir ressentir cette complète immersion dans ton aventure, évidemment. Donc, la question qu'on va se poser, c'est « Ok, donc comment est-ce qu'on peut travailler l'ambiance dans un roman ?» Alors, l'arme la plus efficace, l'outil le plus efficace lorsque on parle de l'ambiance, c'est le vocabulaire. Alors évidemment, dit comme ça, ok, ça veut tout dire, ça veut rien dire, on voit bien ce que c'est qu'un vocabulaire, mais je vais t'expliquer comment tu peux concrètement utiliser un vocabulaire qui, dans certains cas, va donc susciter, créer, générer une ambiance dans ton roman qui sera soit celle de tout le roman, soit celle d'une partie du roman, parce que tu as décidé de créer plusieurs ambiances, parce que tu as plusieurs époques ou plusieurs parties dans ton roman. Alors, ce vocabulaire-là, tu vas l'utiliser de différentes façons.
La première des techniques dont je vais te parler, c'est la technique des fameuses métaphores. Alors les métaphores, tu sais, c'est ces jolies comparaisons un peu imagées, ou même franchement imagées, et qui ont ce pouvoir incroyable de colorer massivement un chapitre, un paragraphe, parce qu'il te suffit d'une métaphore bien placée, bien amenée et originale pour que ça ait un gros impact dans l'esprit du lecteur qui va retenir le bon mot, parce qu'une métaphore réussie finalement c'est un bon mot, qui fait qu'on se dira ah oui, c'est une chouette métaphore. Alors, les métaphores, je le dis tout le temps, c'est pareil que les dialogues, c'est pareil que l'incipit ou l'incipit selon comment tu veux le prononcer, de dialogue, etc. C'est redoutablement efficace, mais c'est très casse-gueule. La métaphore, je te renverrai à cette merveilleuse phrase qui est qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Eh bien, la métaphore, c'est exactement ça. Elle a un grand pouvoir, c'est-à-dire que si tu la réussis, elle marque l'esprit du lecteur et elle colore vraiment ton roman, mais il faut vraiment éviter qu'elle tombe comme un cheveu sur la soupe ou qu'elle soit vraiment trop capillotractée. C'est-à-dire que vraiment, la comparaison, tu vas la chercher, mais vraiment très très loin, et on sent que c'est artificiel, on sent que tu as voulu faire un bon mot. Il n'y a pas tellement de recettes magiques, il faut que tu t'y essayes. Il faut que tu testes, et là, les personnes qui vont te lire, que ce soit des correcteurs, des éditeurs ou des bêta-lecteurs, il faut que tu leur fasses confiance pour qu'ils te disent « Oui, alors là, par contre, elle est un peu... ouais, là, t'as été la chercher un petit peu loin, ta métaphore. » Mais à force de les faire, à force d'en lire aussi, je te dirai jamais assez que, évidemment, pour améliorer ta plume, pour améliorer tes techniques narratives, il faut que tu lises et que tu sois attentif à la lecture que tu es en train de réaliser. Mais quand ça marche, la métaphore, elle est très efficace. Et elle est très efficace parce que en choisissant correctement ta comparaison, en choisissant correctement l'élément qui va te permettre de réaliser cette comparaison entre une chose et une autre, du coup, va évidemment participer à la construction de l'ambiance de ton roman. Si tu te mets à introduire plusieurs métaphores qui renvoient au même registre, qui renvoient au même système de référence, au même concept par exemple, à la même image, si tu en fais plusieurs qui se ressemblent et qui tournent autour du même sujet et du même thème, ça va créer cette ambiance. C'est-à-dire que intellectuellement, le lecteur va plonger dans cette ambiance qui est enrichie, nourrie et installée par tes différentes métaphores qui renvoient un peu toujours au même concept. Bien évidemment, là, fais attention, les métaphores qu'on appelle les métaphores filées, c'est-à-dire qui renvoient à un thème, qui renvoient à un concept, et toutes les métaphores qui vont suivre continuent de renvoyer à ces mêmes concepts. Évite de les faire trop rapprocher. Les métaphores, elles sont jolies, elles sont intéressantes, mais lorsqu'elles sont un peu rares. Il ne faut pas qu'elles soient trop importantes, trop nombreuses, parce que quand elles sont trop nombreuses, ça devient un gadget narratif, et c'est très pénible à la lecture. Parce que la métaphore, dis-toi qu'elle alourdit le passage. Une métaphore, elle alourdit toujours un passage. Donc du coup, il faut bien que tu réfléchisses et te poser cette question-là. Est-ce que ma métaphore, elle apporte plus de positif que de négatif, puisque je sais qu'elle va alourdir ma phrase. Donc si la métaphore alourdit la phrase, si je décide de la maintenir, c'est qu'il faut qu'elle apporte une vraie plus-value au passage ou au texte. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut que tu évites d'utiliser des métaphores toutes les 2 phrases, parce que ça devient un peu, évidemment, compliqué. Et je te renvoie, je vais prendre cet exemple-là, je vais te prendre comme exemple les mémoires de La Forêt, dont je crois qu'on a 2 tomes à l'heure actuelle qui sont publiés, et qui constituent un conte philosophique, c'est-à-dire que tu peux en avoir plusieurs lectures. Tu n'as pas pu échapper à ces romans parce que le tome 2 est sorti il y a très peu de temps, et presque toutes les librairies ont mis les mémoires de La Forêt en tête de vitrine parce que c'est un best-seller. Donc tu peux le lire quand tu es enfant parce que ça raconte l'histoire d'un maître renard qui vit dans une forêt enchantée et qui est bibliothécaire, enfin qui vend des livres même, il les vend. Disons que normalement il est censé les vendre dans sa librairie, mais il en vend pas énormément. Et bien sûr tu vas rencontrer tous ses amis de la forêt, un monsieur taupe, un madame lapin, voilà, toutes sortes d'animaux, et tu peux le lire lorsque tu es enfant évidemment. Et quand tu es plus adulte, c'est un conte philosophique qui aborde évidemment des thèmes beaucoup plus sombres. Je pense notamment au tome 1 qui aborde la problématique de la maladie d'Alzheimer,
Et voilà, dans le livre, il appelle cette maladie d'Alzheimer la maladie de l'oubli-tout. Donc le fait d'utiliser ce champ lexical, qui est de l'ordre de la métaphore évidemment, ça va renvoyer à une ambiance un peu naïve, un peu enfantine. Et là où c'est très efficace, c'est que il se sert d'une ambiance très naïve, très enfantine, très qui renvoie vraiment à Winnie l'ourson. Pour le coup, on est vraiment dans les petites comptines qu'on raconte aux enfants le soir avant de se coucher, dans une forêt enchantée, avec des lapins, avec des renards, et tout ce beau monde dans le bonheur absolu, vit des aventures, etc., etc. Donc tout le registre de ces métaphores sont des métaphores naïves qui renvoient à un vocabulaire simple, à un vocabulaire d'enfant. Et du coup, cette ambiance-là, ces métaphores-là servent son discours, qui est qu'il utilise une ambiance a priori enfantine, qui renvoie à des concepts d'enfance, pour aborder des thèmes extrêmement durs et extrêmement tristes. Et évidemment, l'association des deux, thème triste et très profond et ambiance très enfantine, marche extrêmement bien. Il nous prend aux tripes, parce que bien sûr, il nous renvoie à notre esprit d'enfant, donc on accepte de lire le roman avec cet œil d'enfant, et le problème, c'est qu'on a aussi notre esprit d'adulte, et l'esprit d'adulte, lui, a la double lecture, et sait très bien que on est en train de parler de choses très très graves, et l'émotion est d'autant plus décuplée de cet arc narratif et de cette technique narrative. Donc, la métaphore. Autre outil dans lequel tu vas pouvoir utiliser ton vocabulaire, c'est la description. Parce que, évidemment, que la description est la technique narrative qui sert le mieux l'immersion du lecteur et la visualisation de ta scène. Évidemment qu'on se sert de la description, des descriptions, pour plonger le lecteur dans une action ou dans une scène ou peu importe. Et cette description va servir à faire que le lecteur va visualiser ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire le monde en 3 dimensions, avec les personnages qui bougent, qui ressentent des choses, l'atmosphère, l'odeur, le bruit, l'architecture, tout ce qui peut se passer. Pour ça, la description est la maîtresse du coup de tout ce jeu de visualisation. Et là, l'idée étant de plus tu vas choisir des descriptions qui renvoient aux mêmes thématiques, et plus ça va être comme la métaphore, ça va installer dans l'esprit du lecteur une ambiance. Et cette ambiance va être le produit des métaphores et du vocabulaire que tu auras utilisé dans tes descriptions. Par exemple, je te renvoie encore aux mémoires de la forêt. Les descriptions qui sont faites de la forêt, des animaux, du temps, de la société qui est développée, renvoient presque systématiquement à des thématiques chaleureuses, douillettes, confortables, à de la nourriture réconfortante, c'est-à-dire qu'ils ne renvoient pas à des haricots verts, vapeur et du poulet vapeur. Ils renvoient à des tartes à la fraise avec du miel et avec du sésame. Ils renvoient à de la glace à la mangue avec des pistaches. Ils renvoient à des biscuits salés qui dégoulinent de beurre, etc. Voilà. Donc systématiquement, dans les descriptions, l'auteur fait en sorte de glisser quelque chose qui renvoie à de la nourriture réconfortante, à des plaids, à des coussins, à une architecture à base de bois, à base d'étoiles, de tissus, etc. Bref, tous les objets qui vont être présents dans les descriptions, les odeurs, mais aussi les sensations, ce qu'on peut entendre, etc. Tout renvoie à quelque chose de très enveloppant, de très rassurant, et de très gourmand, et encore une fois de très enfantin, un petit peu comme si, et c'est évidemment le but de l'auteur, un peu comme si lorsqu'on rentre dans le roman de cet auteur, on accepte de revenir à l'état d'enfant insouciant qu'une maman, une grand-mère, un grand-père, une tante, très enveloppante, très douce, mettrait dans une sorte de cocon où rien ne lui arriverait et tout ne serait que douceur, tout ne serait que chouette expérience, tout ne serait que sucrerie, que récompense, etc., etc. Et donc là, l'auteur l'installe avec des descriptions, alors des descriptions de l'intérieur de la librairie de Maître Renard, tout autant que l'intérieur des différentes maisons des différents animaux. Il y en a un qui tient un hôtel, une maison d'auteur, etc. Mais aussi de la forêt en elle-même. Et bref, à chaque fois qu'il fait une description,
il y a un moment ou un autre où ça renvoie nécessairement à une notion douce, enfantine, qui renvoie à l'enfance, qui est de l'ordre de la chaleur, du confort, du mignon, de l'enveloppant, de la gourmandise, etc. Et donc tout ça, associé aux métaphores dont je t'ai parlé, évidemment, tout ça sert cette expérience immersive liée à l'ambiance qu'il installe. Et enfin, je terminerai évidemment par cette notion dont tu as certainement entendu parler, et qui renvoie évidemment au vocabulaire, c'est le fameux champ lexical. Alors, qu'est-ce que c'est exactement que ce champ lexical, évidemment adapté au roman et aux techniques narratives du roman? C'est que tu vas utiliser un groupe de mots qui renvoient à une même thématique. Et ces groupes de mots, tu vas les mettre régulièrement, à l'occasion d'une description, à l'occasion d'une métaphore. Régulièrement, tu vas faire le choix d'utiliser une série de mots qui vont se répéter et qui renvoient systématiquement à une même thématique. Et évidemment, encore une fois, je te cite Mémoires de la forêt, mais parce que c'est un roman qui est clairement un roman d'ambiance, le champ lexical est un champ lexical de la mignonitude. C'est-à-dire que quand il appelle la maladie d'Alzheimer la maladie de l'oubli-tout, c'est de la mignonitude. Quand bien même, évidemment, il décrit l'horreur que représente la maladie d'Alzheimer à la fois pour celui qui en est atteint et qui a quelques moments de lucidité et à la fois pour les proches, du coup, et c'est absolument horrible, bien sûr, mais il explique cette horreur, cette décrépitude annoncée évidemment et cette fin dont on sait tous qu'elle va évidemment très mal finir, puisque la personne évidemment est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Le fait de l'appeler la maladie de l'oubli-tout renvoie encore une fois à un champ lexical de la naïveté, de l'enfance, où on utilise des mots à la place d'autres parce qu'on ne veut pas effrayer l'enfant et en lui expliquant certains concepts qui sont des concepts dramatiques, on utilise des mots simples et des mots qui ne font pas peur. Et ce champ lexical est extrêmement efficace quand il s'agit de créer une ambiance. Alors bien sûr, je te parle des Mémoires de la forêt parce que c'est le dernier en date que j'ai lu dans le genre roman d'ambiance, bien sûr, mais il y a évidemment d'autres romans qui installent à l'inverse plutôt une ambiance d'horreur, une ambiance malaisante, etc. Je te renvoie à certains des romans de Chatham qui eux sont sur le registre de tout ce qui est malaisant, tout ce qui est glauque, tout ce qui est lourd, tout ce qui est dégueu, tout ce qui est et il installe cette ambiance collante, gluante, horrible où quand on finit le roman on se sent mal et c'est fait exprès. Le voyage est fait pour que le lecteur se sente mal. Et il utilise exactement les mêmes techniques d'ailleurs, Chatham pour le coup. Et évidemment, tu l'auras compris, à travers ces différentes techniques d'utilisation du vocabulaire qui est à notre disposition, ça nécessite évidemment une stratégie d'écriture. Donc à un moment, quand tu travailles le début de ton roman et que tu commences à réfléchir à comment tu vas mettre en scène tout ce que tu as en tête, toutes les différents rebondissements, péripéties que tu as envie de mettre, comment est-ce que tu vas les organiser, c'est le moment là de te demander, ok, est-ce que j'ai envie de colorer mon roman, colorer franchement ou légèrement, combien de fois, une fois ou plusieurs ambiances, eh bien là, il va falloir que tu y réfléchisses avant pour que tu gardes en tête, encore une fois, l'ambiance dans laquelle tu veux écrire ce roman au moment où tu vas te lâcher et tu vas écrire le premier jet. Et bien entendu, ne te mets pas la pression pendant que tu écris le premier jet, mais lorsque tu passeras à la phase de correction, je t'encourage à revenir aux sources et à te remémorer que toi tu veux installer telle ou telle ambiance. Et donc quand tu reliras tes chapitres, tu te demanderas si tu ne peux pas distiller ça et là telle ou telle métaphore, telle ou telle description ou champ lexical qui renverrait à tel ou tel vocabulaire parce que tu sais que ce vocabulaire est un vocabulaire qui renvoie à l'angoisse, à la peur, à l'ironie ou au contraire à tout ce qui est feel good, bien-être, cosy, si c'est ce que tu veux mettre en place. Voilà ce que je voulais te dire sur cette technique très très utilisée par les romanciers aguerris. J'espère que tu pourras te poser la question de savoir si tu veux mettre une ambiance sur l'un de tes romans. Je t'encourage à le faire parce que c'est très intéressant, c'est un très chouette défi au niveau des techniques narratives et aussi parce que quand c'est bien fait, c'est redoutablement efficace. Je te dis à très très vite pour un nouvel épisode de podcast. Si tu veux apprendre à écrire un roman de qualité professionnelle et séduire les éditeurs, si tu veux qu'une équipe complète de professionnels t'accompagne dans ce projet, tu dois rejoindre Devenir écrivain, projet best-seller. C'est la formation la plus complète et individualisée pour t'aider à concrétiser ton rêve d'écriture.
Inscris-toi sur licar.fr/formation, licares.fr/formation pour avoir toutes les informations. Beaucoup de nos anciens stagiaires réalisent actuellement leur rêve d'être écrivain professionnel, alors toi aussi, rejoins-les sur licar.fr/formation.